Là, il est 13h32, donc on va peut-être démarrer. On a une trentaine de participants, donc voilà. Donc je me présente, je suis Sylvie Bouvier, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau Flash Web, là pour le coup spécial relance PTCE. Et vous savez que les PTCE sont des dynamiques d'acteurs sur les territoires qui permettent notamment d'en développer leur attractivité et puis de faire territoire par la coopération et peut-être de dépasser le fonctionnement tuyau d'orgue et les postures de compétition qu'on connaît bien entre les acteurs au sein des territoires. Et sur les sujets qui nous intéressent, notamment nous dans la politique de la ville, c'est aussi des dynamiques qui permettent d'impliquer les habitants et de les mettre ensemble dans le territoire sur des activités porteuses. Donc aujourd'hui, il y aura donc une intervention, un témoignage de Jean-Marc Sémoulin, donc qui est président du PTCE Vivre les Mureaux. Et puis Anne-Laure Federici du RTES prendra la parole notamment sur la nouvelle charte des PTCE. Et enfin, Yann Josot, qui est l'animateur, le grand animateur à la DG Trésor des PTCE, nous présentera donc la relance des PTCE. Et puis, nous aurons un petit quart d'heure tout à la fin pour échanger. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat pour qu'on ait un peu de matière pour démarrer nos échanges. Voilà, je passe la parole à Jean-Marc Sémoulin. Bonjour à chacun. Alors, je vais vous présenter un petit peu à travers un cas concret en fait, du PTCE Vivre les Mureaux. Alors, je vais partager mon écran. Du coup, pardon. Voilà, on y arrive. Alors, vous devez commencer à voir apparaître l'écran. Charge. Voilà, donc un PTCE qui est dans les Yvelines. Alors peut-être juste pour situer les Mureaux, donc une ville qui a 5 QPV, donc avec voilà, des problématiques qui sont assez récurrentes, qu'on entend souvent parler parfois à BFM ou voilà, plutôt dans l'actu. Je passe un peu. Et donc mon métier à moi, c'est d'être directeur d'une structure d'insertion. Et on s'est rendu il y a 5 ans, pendant qu'on remettait en emploi 30 personnes un peu chaque année, eh bien, il y avait le double triple qui perdait son emploi sur la même période sur la ville. Et alors, c'était un électrochoc. Et puis, l'intuition, ça a été de se dire, mais en fait, la ville des Mureaux a tous les symptômes d'une personne en insertion chez nous. Et on retrouve exactement les mêmes problématiques. Donc, mauvaise image de soi, mauvaise image des autres dessus. Et en voyant ça, on s'est dit, mais si ça se trouve, si on utilisait la méthodologie sur les personnes à l'échelle d'un territoire, si ça se trouve, le territoire va réagir comme une personne. Et au lieu, très souvent, on part sur, on va faire un état des lieux, des problématiques, puis on va mettre de l'argent sur les problèmes pour essayer de les résoudre. Et en fait, quand on approche des personnes qui sont tellement abîmées ou qui ont fait 15 ans de prison, on ne peut pas faire le tour de leurs problèmes parce que tout est problème. Et on va faire plutôt la recherche en fait de quelles sont leurs compétences, même si des fois ils n'arrivent pas à faire leurs compétences. Et on a commencé comme ça sur le territoire en allant voir les quartiers, les jeunes, et en leur disant voilà, les Mureaux vont devenir touristiques. Alors ça faisait rire énormément. Et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de beau ou de bien sur notre ville à voir? Et donc une fois qu'on a commencé de rire, les gens ont commencé à dire ah mais alors il y aurait des choses à faire, il y aurait par exemple le premier hydravion au monde à décoller des Mureaux. Et comment on pourrait remettre une animation là-dessus? On a été voir le terrain d'aviation. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait 5 clubs d'aviation. Les 5 clubs, en fait, il y avait 600 patrons ou grands cadres qui venaient et qui volaient aux Mureaux. Et là, de voir et de mettre en place avec eux un baptême de l'air. Et aujourd'hui, on a une offre. Pour 30 €, on peut faire un baptême de l'air. On passe au-dessus de Thoiry, on voit des éléphants et des girafes. Donc, c'est une offre qui n'a rien coûté à personne. Et c'est juste de montrer, quand on part en commençant de chercher les pépites du territoire, ça change complètement la dynamique. Alors, on a été chercher tous les acteurs en se disant, mais alors il y a des acteurs clés un peu auxquels on pense d'habitude, les citoyens, les associations, mais aussi le monde économique, les institutions, les centres de recherche, les écoles, et puis aussi les associations 1905, donc les associations religieuses. Ça, c'est un peu une particularité de la ville. En fait, aux Mureaux,
sur 30 000 habitants, il y a 10 000 pratiquants. Et c'est de se dire, mais au lieu de les exclure en disant c'est laïque, c'est plutôt d'aller les chercher en disant quel va être votre apport pour le territoire. Et on a créé comme ça cette dynamique-là. Et on a fait ce pari de dire on arrive à remettre en emploi quelqu'un en 7 mois pour une ville, on va prendre 1 an pour 1 mois. Et on fait le pari de remettre la ville des Mureaux au plein emploi en 7 ans. Et tous les acteurs qui veulent rejoindre cette dynamique, qui y croient, venez nous rejoindre. Et on a travaillé avec tout ce groupe-là en faisant des sous-groupes et en avançant. Et du coup, il y a eu 125 membres qui se sont associés. Et on a découvert en cours de route avec HEC qui nous accompagnait et qui suivait la démarche que ce qu'on était en train de faire était un PTCE. Donc, on n'est pas parti à vouloir faire un PTCE, on a découvert ce qu'on faisait, on était un. Notre méthode, un petit peu, c'était vraiment de passer d'une ville méprisée à une marque. Et tout ce que l'on travaille, c'est comment on market en fait un petit peu cette ville, comment on est dans l'action. Il y a énormément de séminaires, de groupes de travail, de réflexion sur la transition, mais comment on la met en place en fait concrètement sur la ville. Comment on n'attend pas que la solution elle arrive de l'extérieur en cherchant comment on va pouvoir faire, mais de se dire en fait on a les ressources et les richesses locales. Donc ça, c'est un peu mon background à moi d'humanitaire et d'aller sur des terrains et de partir des richesses locales pour trouver des solutions. Et là, c'est comment on va transformer les habitants dans le sens où c'est eux vont se mettre en action. Leur premier retour, c'est de dire ouais, mais la ville, elle fait rien pour nous et tout. Et là, c'est dire mais attendez, votre quartier, c'est vous qui vivez dedans. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? C'est l'alliance de tous les acteurs, donc avec beaucoup d'audace. Voilà, on essaye chaque fois d'être assez innovant et de surprendre en fait avec des actions complètement incongrues. Et c'est de ça que va naître plein de solutions. Le fait qu'on ait une seule ville, quartier prioritaire et centre-ville, on réussira ensemble ou on perdra ensemble, mais il n'y aura pas les deux. Il n'y en a pas une partie qui va gagner et pas l'autre. Donc ça, c'est compliqué. Ça veut dire que chaque fois qu'on va trouver un financement spécifique quartier prioritaire, eh bien, on va aller chercher un autre financement complémentaire, donc souvent auprès du privé, pour avoir un groupe qui va associer les deux. Et on pense que la réussite va être en mixant ce groupe-là, bien qu'il n'y ait qu'une partie qui est en charge dans le cadre des quartiers prioritaires. Et puis l'excellence, vraiment de viser et de ne pas se dire parce qu'on est au Mureaux, c'est déjà bien. Non, non, ça doit être vraiment très bien. Et si on veut que les gens extérieurs viennent sur la ville, on doit vraiment toujours viser l'excellence. Et donc, toute cette dynamique-là, ça a vraiment fait un catalyseur territorial. Et donc, si on parle de catalyse, ça veut dire qu'on n'est pas en train de dire 1 + 1 = 2. C'est vraiment 1 + 1, ça fait 3, 4 ou 5, parce que ça produit quelque chose de différent. On a sur acteurs différents. On a 3 grands axes de travail. Le premier, c'est le vivre ensemble, en se disant, eh bien, si on veut que la ville soit attirante, on a 100 nationalités différentes. Comment on mène des actions de paix et de rencontres, en fait, sur le vivre ensemble. Ensuite, on a plein d'actions sur l'emploi. Donc, comment on amène vers l'insertion et comment on amène aussi vers la création d'emplois. Et puis, comment on va attirer de nouvelles entreprises sur le secteur en les accompagnant, en travaillant avec le booster de l'entrepreneuriat, par exemple. Donc, ça, c'est 2 journées d'accompagnement avec la ruche. On s'est rendu compte que l'entrepreneur, il était souvent tout seul chez lui et tournait un peu en rond. Du coup, on a ouvert un tiers-lieu pour pouvoir travailler ensemble, pouvoir bénéficier de la dynamique en fait d'être ensemble. Et puis de ce tiers-lieu, on a vu que des personnes voulaient vendre des produits. Et là encore, souvent, elles vont réfléchir pendant 6 mois, 1 an, faire des études. Et en fait, il y a plein de commerces qui sont fermés dans ce centre-ville, dans le marchand du centre commercial. Et là, ça a été de démarcher le centre commercial et de pouvoir dire, au lieu d'avoir une boutique fermée, si vous nous l'offriez, en fait, pour les porteurs de projets, vous pouvez avoir du mécénat d'entreprise. Donc, c'est toujours mieux de récupérer 65% de défiscalisation que d'avoir un magasin fermé. Et ce qui nous a permis de pouvoir accompagner les porteurs de projets dans un magasin, dans la galerie marchande. Et puis, nouveau statut juridique avec une CAE, coopérative d'activité d'emploi, qui permet de sécuriser l'emploi beaucoup plus qu'auto-entrepreneur. Et puis, le fait d'être en coopérative, ça encourage beaucoup. Et puis, le tourisme, puisque c'est vraiment l'action phare quand même qu'on mène sur la ville, c'est de dire, on a la chance, en fait, en France, d'être le premier destination touristique au monde.
Et les Français sont très, très mal cotés sur l'accueil. Ils ne savent pas accueillir. Et ben, nous, au Muro, on a une chance incroyable. Il y a un peu de Français. On a tous 100 nationalités différentes qui ont l'accueil dans la peau. Donc, on a mis en place en fait des repas chez l'habitant, des animations où on va s'appuyer sur cette richesse de l'accueil de ces nationalités pour pouvoir accueillir, recevoir. Donc, c'est pas du tourisme de masse, c'est du tourisme expérientiel où on va avoir des personnes qui vont vivre une expérience au Muro. On a beaucoup travaillé sur l'image. Ça, c'est aussi ce qu'on a sur un chantier d'insertion pour des publics en insertion. Il y a vraiment ce besoin soi-même de revoir son image complètement de manière positive. Donc, on a été voir les médias locaux. On leur a demandé pourquoi ils écrivaient comme ça toujours ces horreurs sur la ville. Et là, ils nous ont dit, ben, nous, dans le Parisien, tous les jours, il y a une page entière sur les muraux. Et ceux qui nous donnent des infos, c'est la police, les pompiers. On a dit, ah ben d'accord, si c'est ça votre souci, on va vous alimenter en expériences positives, en jeunes qui réussissent, en animations qui se passent. On a complètement inversé la presse nationale, puisqu'on a eu plus de 60 journalistes nationaux qui sont venus en immersion au Muro pendant une journée. Donc là, on fait une veille constante. On a par exemple le président de la République qui vient au Muro pour mettre en avant la médiathèque qui est exemplaire. Et la presse nationale va titrer une arrestation lors du déplacement de Macron au Muro, sans dire pourquoi il est venu. Donc là, on appelle le rédacteur en chef, on appelle le journaliste, on lui dit, mais vous avez sans doute écrit votre article de votre bureau, venez faire une journée sur les Mureaux et à la suite de laquelle, en fait, en général, ils sont scotchés de ce qu'ils ont vu et rencontré et ne parlent plus du tout de la même manière ensuite. On a créé un groupe LinkedIn qui s'appelle Les Mureaux, Ville d'innovation et de rencontre. On a plus de 1600 maintenant acteurs des Mureaux et amis et 200 journalistes qui sont dedans. Et ce qui permet d'alimenter au fur et à mesure la dynamique qui se passe sur la ville. Et du coup, les journalistes trouvant ces infos régulières, en fait, on a maintenant des articles nationaux qui sont, et ça a beaucoup plus de poids que des communiqués de presse qui sont envoyés où ils ont l'impression qu'on leur impose un sujet, alors que là, ils l'ont trouvé tout seul. Voilà. Et puis, méthode des petits pas, c'est on commence par des petites choses sans savoir ce que ça va découler derrière. Par exemple, à côté du centre commercial, il y avait une zone qui était remplie de déchets et qui était sale. En fait, ça donnait une image sale de notre ville. Donc, on a demandé en fait au centre commercial si on pouvait récupérer cette zone pour pouvoir en faire un jardin en permaculture avec les habitants, chose qui a pu être faite. On a conventionné avec eux. Les habitants ont été très contents de produire là. Donc, il y a des framboisiers, des petits fruits, on peut venir manger en s'approchant du centre commercial. De cette relation qui naît avec le centre commercial, on a pu avoir une boutique éphémère pour nos porteurs de projets. Et de cette relation qui naît encore avec eux, ils nous ont dit, ah, mais nous, on a tout le toit du centre commercial, c'est l'image que vous voyez un peu à gauche, 8 mètres carrés, on pourrait en faire un jardin. Et donc, on a répondu avec eux. C'est eux qui ont répondu en accompagné sur l'appel à projet de l'ANRU sur quartier fertile et on a été retenu comme projet. Donc voilà, juste pour montrer comment, en ayant juste le souci de se dire c'est dégoûtant cet espace de 80 mètres carrés, et au lieu de se dire qu'est-ce que la mairie fait ou qu'est-ce que l'entreprise fait, mais de se dire nous, comme citoyens, on n'accepte pas ça et voilà ce qu'on pourrait proposer, et bien de ça naît en fait tout un tas de choses. Donc l'idée, c'est vraiment comment on se met en route et comment naître ensuite des actions différentes. Et donc, ce jouet collectif en territoire peut vraiment complètement changer l'image d'une ville. Et voilà, aujourd'hui, on a vraiment cette impression que la spirale s'est totalement inversée. Et l'avantage du PTCE, c'est que ça nous a donné un cadre légal un peu structurant. Et quand on a été voir la mairie, quand on a commencé par les habitants, et puis après la mairie, les différentes institutions, et bien du coup, c'est quelque chose qui existe. Donc, pourquoi pas montrer que c'est plus cohérent. Voilà. Et pour terminer, juste quelques infos si vous voulez suivre. Donc, il y a notre contact si vous voulez plus d'infos. Il y a le lien vers le groupe. Je le remettrai peut-être dans le chat après pour pouvoir cliquer dessus directement. Et puis, si vous voulez plus un peu l'historique, comment tout ça a commencé, vous avez si vous tapez juste TEDx Muro, vous retrouvez très facilement en 9 minutes un peu tout l'historique de la démarche. Voilà. Et j'arrête mon partage.
C'était des questions. J'ai été un petit peu pas de course, mais le temps, l'idée, c'est vraiment d'avoir des présentations qui soient courtes. Merci. Donc, du coup, vous voyez mon écran là maintenant ou pas? Donc, comment je dois faire? Ah oui, pardon. Voilà, hop, c'est bon? Ça marche. Ok, merci bien. Donc, je vais peut-être passer la parole à Anne-Laure Federici. Et puis, Anne-Laure, si tu peux nous refaire un tout petit historique des PTCE, qu'on arrive à avoir bon, le contexte un peu général de... Ok, alors très rapidement, parce qu'effectivement, le principe, c'est c'est le flash web, et puis enfin, l'illustration, là, était vraiment passionnante. Et je pense, enfin, ça rejoint bien la démarche des PTCE, en tout cas, dans l'esprit initial des PTCE, cette idée, on va dire, elle est née d'une rencontre entre, d'un côté, des associations, des entrepreneurs sociaux, et puis des élus, donc notamment au sein du RTES, là où je travaille aujourd'hui, qui, chacun avec des visions un peu différentes, se disaient il y a des démarches du type pôle de compétitivité qui sont soutenues par les pouvoirs publics. Or, à côté de ça, il y a des tas d'autres démarches qui sont menées par des acteurs de l'économie sociale et solidaire dans les territoires, qui sont moins visibles et qui sont peu soutenues. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de mettre en valeur ces initiatives et de construire aussi une politique de soutien à ces démarches? Et donc, ça a été un travail un peu de recherche-action en 2009, où ces personnes qui se sont rencontrées ont essayé de travailler sur ce que pourrait être donc un pôle territorial de coopération économique, donc avec l'idée de faire un peu le pendant des pôles de compétitivité. Et pour faire ce travail, on a donc les réseaux, donc il y avait les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, le mouvement pour une économie solidaire, le labo de l'ESS, le CORAS, donc sur les structures d'insertion, et le RTES. On s'est dit, on va essayer de voir si ces idées, elles correspondent à des dynamiques de terrain. Et donc, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt, enfin un appel à projet, mais sans financement, sans rien à gagner. Et en 2009, on a eu une centaine d'initiatives qui se sont dit, un peu comme vous au Muro, on se reconnaît en fait dans ces démarches. Et c'est en fait avec cette vingtaine, donc sur ces 100, il y en a une vingtaine qui étaient déjà bien engagées, et on a travaillé avec cette vingtaine d'initiatives, dont certains sont aujourd'hui très connus, comme Archer à Valence, ou le pôle Sud-Aquitaine. On a travaillé avec cette vingtaine de pôles pour préciser ce qu'étaient et les conditions d'émergence de ces pôles territoriaux de coopération économique. Et en fait, l'idée donc c'était en 2009, 2010, le travail de formalisation, et a reconnu un gros succès, à tel point que on nous a proposé qu'il soit inscrit dans la loi de 2014 qui était en préparation. Alors, il y a eu un peu de débat, parce que je pense que ce qui est important vraiment d'avoir en tête, c'est qu'au départ, c'est vraiment une démarche d'acteurs, c'est vraiment une démarche ascendante qui part de ce qui se fait dans les territoires. Mais bon, on ne pouvait pas laisser passer l'opportunité d'avoir les PTCE inscrits dans la loi. Et donc, les PTCE ont été inscrits dans la loi. Et suite à cette inscription dans la loi, donc, qui définit les PTCE comme étant des regroupements sur un territoire d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, d'autres entreprises, de centres de recherche, de collectivités territoriales, autour, et c'est vraiment ce qui est parfaitement illustré avec les Mureaux, d'un projet de développement du territoire partagé. Et c'est vraiment cette idée d'avoir des acteurs différents qui, par la coopération, contribuent à modifier en profondeur le territoire. Donc, la loi de 2014, et ensuite, il y a eu donc 2 appels à projets de l'État qui ont été lancés pour soutenir un certain nombre de ces PTCE, mais des collectivités de l'autre côté, notamment des régions, ont aussi soutenu d'autres PTCE de leur côté. Et puis, il y a eu donc une charte des PTCE qui a été élaborée comme un peu point de reconnaissance de ces différentes démarches.
Voilà. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, avec notamment la relance de la dynamique nationale, et puis surtout l'inscription de nombreux autres PTCE au-delà des PTCE un peu historiques qui se reconnaissent dans cette démarche, il y a eu un travail qui a été lancé pour réactualiser cette charte, et il y a le lancement la présentation de cette nouvelle charte qui a lieu le 30 juin. Et vous avez donc le lien d'inscription, et donc qui est organisé par le labo de l'ESS qui pilote le travail, et puis donc les représentants du collectif donc que j'ai cité tout à l'heure, qui sont les structures un peu à l'origine de la démarche. Alors les cartographies des PTCE, oui, il en existe. C'est une question d'Océane Père. Il en existe. Pour l'instant, la cartographie qui est la plus d'actualité, c'est sur le site du labo. Puisqu'il y a un travail qui a été fait justement pour relancer la démarche, la dynamique nationale de repérage des PTCE existants. Mais vraiment, ce qui est important, mais ça, Yann, je pense, le dira, c'est aujourd'hui que toutes ces dynamiques se fassent repérer, parce qu'elles sont souvent un peu invisibles. Et aujourd'hui, l'enjeu de la charte et de l'appel à mission d'intérêt que Yann présentera, lancé par l'État, c'est vraiment de pouvoir repérer et faire réseau entre ces dynamiques. Voilà. Là, Sylvie, on t'entend pas? Non, on t'entend toujours pas. Donc voilà, je passe la parole à Yann qui va nous parler des PTCE saison 3, la relance. Voilà, merci en tout cas des présentations. Je pense que un beau dessin vaut bien mieux enfin, en tout cas à mes yeux, que beaucoup de bouquins que j'ai pas le temps de lire. Donc vraiment merci Jean-Marc de la présentation qu'il en a fait. Et je crois que et merci Anne-Laure aussi d'avoir rappelé le bref historique des PTCE, donc je vais pas revenir dessus. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que du coup côté secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire et responsable, Olivier Grégat, lorsqu'ils ont scanné la loi à leur arrivée, ont eu vraiment l'envie de relancer les PTCE. Alors il y avait eu entre les deux appels à projets dont a parlé Anne-Laure et puis aujourd'hui une autre piste qui avait été lancée mais qui était un peu proche aussi, qui s'appelle French Impact, où l'idée c'était aussi de structurer des coopérations sur le territoire. Voilà, bon, après l'idée c'est il existe ces PTCE qui sont marqués dans la loi et l'idée c'est de dire comment est-ce que ces belles aventures, ce magnifique dispositif, on peut continuer à lui donner de l'ambition et du coup à le relancer. Alors, je dis ça parce que du coup, on a mis tout ça dans un packaging que je trouve assez sympa. C'est PTCE saison 3, la relance, avec effectivement le premier épisode qui a été un ami qui vous veut du bien, qui a été lancé en mai dernier. Je reviendrai un petit peu dessus sur la partie technique. Et puis l'épisode 2, c'est celui dont parle Anne-Laure, qui sera le 30, qui est Retour vers le futur, puisqu'effectivement, c'est l'idée de reprendre la charte et de l'actualiser. En fait, la volonté, bon, tu peux passer sur cette slide là, parce que je suis pas sûr que ce soit la plus importante, mais voilà, là, ça se déroule un peu comme va pas trop vite. L'idée sur voilà, là c'est bien. L'idée sur la relance des PTCE, c'était en gros de se dire qu'est-ce qu'il faut pour que les PTCE fonctionnent bien. Donc on a bien deux cibles, ceux de nouveaux PTCE qui ont été quand même en gros la cible des deux premiers appels à projets, quoi, mais aussi travailler sur les PTCE existants, parce que au travers de l'histoire, il y a quand même des gens qui sont sur le terrain depuis longtemps, qui ont été ou pas bénéficiaires des premiers financements de l'État sur les premiers PTCE, mais qui continuent à exister aujourd'hui. Et que dans les premières discussions, on a vite vu que c'était pas seulement nécessaire d'aller à la création de nouveaux PTCE, mais que si on travaillait pas sur ceux qui existaient déjà, et en particulier sur ceux qui avaient réussi, on risquait, d'ailleurs c'est un peu le labo qui avait fait une analyse en fin d'année dernière, on risquait de se retrouver dans une situation compliquée où c'est pas parce que c'est un projet formidable qu'il est autoporteur sur l'ensemble des territoires et que si les gens discutent pas les uns avec les autres, et si on les aide pas, en fait, il y en a qui tombent parce qu'ils sont un peu tout seuls, quoi. Donc on peut pas d'un côté prôner la coopération au niveau territorial et puis au niveau national ne pas créer les conditions de cette coopération. Donc l'idée c'est aussi de se dire on s'occupe des PTCE existants. Alors pour les PTCE émergents, vas-y là tu cliques, bien joué. Donc on a lancé voilà un ami. Alors
la volonté, c'est vraiment de faire un vrai appel à manifestation d'intérêt. En réalité, il est en 2 phases. On a peu d'argent dessus, donc c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. On a 1,5 million. Donc, vous voyez, avec 1,5 million, sachant qu'un ticket, ça peut pas être en dessous de 100 000 euros sur 2 ans, on a de quoi servir 15 dossiers. Donc, on s'est dit comment est-ce qu'on fait pour joindre l'utile et l'agréable. Et on s'est dit surtout, en fait, ce qui nous intéresse, c'est de regarder tous les gens qui sont de bonne volonté en fait sur le territoire, qui connaissent le concept de PTCE ou qui le découvrent et qui se disent c'est un outil formidable pour aider les gens à mieux vivre sur le territoire. Jean-Marc l'a montré, on peut devenir PTCE à l'insu de son plein gré. Il y en a d'autres qui peuvent dire aussi bah, tiens, je vais suivre un chemin et ce chemin, il passe par la coopération. Et la coopération, c'est difficile. Enfin, quand je dis c'est difficile, c'est que ça prend du temps, ça prend de l'énergie, il faut être patient, il faut être opiniâtre, etc. Et donc, les PTCE qui fonctionnent après s'être lancés dans l'aventure au bout de 10 ans, moi, je leur tire leur chapeau parce que c'est un vrai exercice. Voilà, parce qu'autant la concurrence, elle peut être assez simple, autant la coopération, c'est un exercice à long terme, à long terme, à long terme. Donc, ce qui nous importe, et de l'analyse des premiers appels à projets qu'on avait fait, et y compris l'État avait dit tiens, on va financer des PCE émergents. Donc, on leur a donné de l'argent, puis en fait, on les a laissés tout seuls. Et donc, quelques années après, forcément, il y en a qui ont réussi, puis d'autres qui n'ont pas réussi parce qu'ils n'étaient pas avec leurs copains. Donc, l'idée, c'est bien de se dire, c'est bien de faire appel à la manifestation d'intérêt, mais il faut qu'on identifie tous les gens qui ont envie d'en faire sur le territoire, que le modèle intéresse, et surtout, il faut qu'on les accompagne pour créer dans leur rythme et dans leur temps, sur leur territoire spécifique, qui n'est jamais le même d'un territoire à l'autre, les aider à monter leur PTCE. Donc, du coup, tu peux cliquer. Voilà. L'idée, c'est, on va identifier surtout un appel à manifestation en 2 phases. Donc, la phase 1, c'est les lauréats de la phase 1, ça sera en gros les gens qui ont compris la dynamique, qui ont envie de s'y lancer, quel que soit leur degré de maturité, et qui viennent pas en opportunité, parce qu'il y a quand même quelques-uns qui se disent tiens, il y a un peu d'argent, ou voilà, donc je vais essayer de tordre mon projet pour le faire rentrer artificiellement dans les PTCE. Donc, c'est eux qu'on chasse pour pas qu'ils soient dans le tour de table. Mais autrement, on part de l'idée quand même, les PTCE, c'est bien plus connu qu'il y a 10 ans, forcément, et que il y a des gens que le concept intéresse. Donc, ceux-là, ils seront lauréats à phase 1, ça sera en fin d'année, en fin d'année scolaire, donc là en juillet. Et en même temps, on va mettre en place un bouquet de services à l'attention des PTCE émergents, quelle que soit leur phase de maturité, mais je reviendrai un peu dessus. Un bouquet de services qui est en train d'être constitué en ce moment-là. Et en revanche, pour les PTCE, enfin les projets les plus matures, on les invitera à venir en phase 2. Donc là, du coup, l'idée, c'est d'aller en chercher 15 à 20, pas plus, dans les lauréats de la phase 1. Donc, j'espère qu'on aura beaucoup de lauréats phase 1. Et nous, on ira chercher ceux qui sont le plus matures pour les lancer dans une seconde phase qui sera un peu plus exigeante sur les contenus. Parce que l'idée pour nous, c'est que ceux à qui on octroiera 100 000 euros sur 2 ans avec une 3e année optionnelle, arriveront bien à la création de PTCE opérationnels. Donc, on ira chercher vraiment les meilleurs, les plus simples. Ah, il y a quelqu'un qui fait je ne sais pas quoi. Sylvie fait stop, fais une croix sur ton petit ordinateur. Ah non, non, c'est pas le même truc. Mais bref, voilà. Donc ça, c'est évidemment ces gens-là. Du coup, la phase 2 sera lancée cet été pour remplissage de dossiers pour 30 septembre prochain, et puis on annoncera les lauréats de la phase 2, donc ils seront 15, parce qu'on a 1,5 million pour 100 000 euros sur 2 ans chacun. En novembre. Voilà. Maintenant, pour les PTCE existants. Alors, c'est là où là, tu peux cliquer sur le truc. Il y a une petite flèche qui apparaît normalement qui dit « Oh là, c'est en cours de discussion ». Parce que, voilà, au début, on s'était dit « Est-ce que c'est la charte qui sera la porte d'entrée pour les PTCE existants ?» Elle n'est pas faite pour ça. Donc, vous voyez que c'est un projet qui avance au fur et à mesure qu'on le construit quand même, y compris avec les… J'en ai pas parlé, mais moi, je suis le seul à la DG Trésor à travailler sur ce sujet, et c'est une volonté de notre part. C'est-à-dire que l'ensemble des gens qui montent cette relance, en réalité, c'est pas que l'État.
c'est moi qui suis à DG Trésor, je travaille avec l'ensemble de l'écosystème, mais c'est tous les gens. C'est ce qu'on disait avec Jean-Marc et avec Anne-Laure. On passe de plus en plus de temps ensemble pour voilà, expliquer comment tout ça fonctionne. Donc voilà, donc c'est vraiment une démarche collective de co-construction de politique publique. Donc du coup, il faut excuser le fait que tout ne soit pas fixé d'avance et qu'il y a des choses qui sont en cours de discussion. Donc ça fait partie des sujets en cours de discussion. En gros, si tu appuies sur le bouton, c'est qui sont les PTCE existants. Voilà, parce que comme le dit Anne-Laure, il y a quand même beaucoup de formats un peu différents. Va quand même falloir qu'on se mette d'accord sur. Il y en a qui ont marché, d'autres qui n'ont pas forcément marché. Donc voilà, il faut qu'on arrive à se caler un peu sur quelle est cette offre de service, ou plutôt qui aura le droit à cette offre de service. Et on montrera un bouquet de services qui sera pareil que l'autre, publié fin juillet, opérationnel à partir de septembre prochain, cette fois pour aider les PTCE dans leur ancrage territorial, dans l'accès au financement, l'accès à la R&D territoriale, comment on fait pour faire participer l'ensemble des parties prenantes parce que c'est un vrai métier, etc., etc. Et donc, si tu cliques encore, du coup, voilà, pour les PTC les plus matures, ceux qui sont là depuis longtemps, d'ailleurs, Jean-Marc, je me permets de te faire un clin d'œil, ce serait peut-être bien que tu contactes Rachid et Christophe, je pourrais te donner leurs coordonnées si tu veux. Ils se constituent en ce qu'on appelle le PTCE compagnon, c'est-à-dire qu'ils sont allés chercher ceux qui ont réussi, qui sont là depuis longtemps, et qui se disent toujours intéressés par cette démarche et qui veulent en plus filer un coup de main à leur père. Donc ceux-là, ils font partie enfin, c'est une brique importante pour nous puisque c'est un dispositif sur lequel on se dit de toute façon, on est au service des PTCE de terrain. Donc, on est vraiment dans une logique montante et pas un truc à partir de Paris qui descend. Et si tu cliques une dernière fois, tu en arriveras sur le fait qu'effectivement, les PTCE ont accès au bouquet de services. Donc voilà, si on répète un peu tout ça, c'est 2 bouquets de services qui sont en cours de construction avec l'ensemble de l'écosystème en ce moment même et qui devraient aboutir en juillet, opérationnel en septembre. Et voilà, hop, tu reviens en arrière. Paf, pif, paf, pouf, voilà. Donc, non, après, à quoi sert cet ami? Voilà, d'abord à repérer. Donc, c'est ça. Pour moi, franchement, je vous dis, le plus important, c'est de repérer, en fait. C'est-à-dire de voir les gens qui sont intéressés pour ces dynamiques-là et qui se disent, je vais pouvoir changer la vie des gens avec lesquels je vis sur mon territoire parce que le modèle de la coopération, c'est un super truc et que les PTCE, on voit ce qu'on réussit et c'est un beau modèle pour nous. Donc, on va les accompagner avec les bouquets de services. Et on va en plus financer une quinzaine de projets cette année, puisque je le dis, c'est un appel à projet permanent qui va durer plusieurs années. Donc là, on est en train de faire une première vague, mais les gens peuvent déposer tout au long du dispositif. Hop, le slide d'après, j'essaie d'avancer un peu parce que sur les parties techniques, c'est pas les plus importantes et je suis déjà très en retard. Voilà, voilà, la réponse à la phase 1, elle est très simple. Hein. C'est ceux qui remplissent à fond, c'est 10 pages maximum, pas le droit de mettre d'annexe. Donc, c'est un effort de synthèse. Et puis, y compris les gens qui n'ont pas commencé. Il suffit juste de dire, j'ai pas commencé même si le concept m'intéresse. Les 2 phases, je vous en ai parlé. Et alors, ouais, les structures qui peuvent répondre, c'est des entreprises de l'ESS, en particulier ASSOS, coopératives, sociétés commerciales agréées. Donc, pas de collectivité locale, même si il y en a plein qui nous sollicitent. On a vu que de toute façon, quand c'était pas porté par une structure de terrain, ça marchait beaucoup moins bien. Donc, on leur dit, essayez de faire émerger un porteur de projet de votre territoire et soutenez-le parce que c'est hyper important que les collectivités soient présentes. Pour autant, une collectivité peut pas répondre. Slide d'après, et normalement, j'ai pratiquement fini. Ben voilà. Ben voilà. Tout. On est dans le timing. C'est parfait. Donc, dans les questions, on avait des questions autour, peut-on en savoir plus sur les bouquets de services? Et puis, est-ce que vous pouvez expliciter ami permanent et la notion de deadline des différentes phases que tu as présentées? Alors, j'ai commencé par la fin. C'est un appel à manifestation d'intérêt permanent. Alors, attention aux nuances. Quand vous avez un truc qui est permanent, il faut qu'on génère du flux, en fait. Donc, on a dit on fait une première vague. Et cette première vague, elle est valable de maintenant jusqu'à novembre prochain. C'est-à-dire que tous ceux qui répondront avant le 23 rentreront dans cette première vague, donc on va les instruire en même temps, etc., etc. Ceux qui loupent la date du 23, c'est pas un problème, ils pourront déposer plus tard, mais les dossiers sont traités plutôt à partir de septembre, dans une même logique, phase 1, phase 2. Pourquoi est-ce qu'on a fait ces vagues-là? Parce que l'État a décidé d'y affecter 1 500 000 €, donc du coup, il faut que cet argent soit dépassé avant la fin de l'année. Donc c'est pour ça qu'on a généré cette phase. Voilà. Mais les gens pourront déposer après, c'est pas un problème.
La deuxième question, c'est les bouquets de services. Ben, je ne peux pas vous répondre parce que c'est en train d'être constitué justement. J'étais encore dans des sprints thématiques ce matin et j'y serai encore demain. En fait, on a identifié 5 thématiques qui sont importantes pour les PTCE. Hein. C'est l'animation, c'est la R&D territoriale, c'est comment discuter avec les collectivités, c'est le financement bien sûr, et j'ai loupé la 5e. Si oui, c'est comment structurer des projets sur le territoire, et qu'on a identifié au niveau national et local des gens qui sont des potentiels producteurs de ressources, c'est-à-dire des gens qui peuvent apporter un service. Et là, on est en train de les mettre dans un tour de table et de leur dire, ben voilà, vous voyez ce qu'on est capable de mettre en perspective pour septembre prochain, mais ça va être de ce qu'on appelle le transfert de savoir-faire, c'est-à-dire des gens qui vont s'aider de pair à pair, ça va être des rencontres collectives, ça va être des webinaires, ça va être des formations, ça va être, enfin, c'est tout ça qui est en train de se mettre en œuvre. Je ne peux pas vous en dire plus, puisque c'est en cours d'installation. Oui, en fait, Yann, la question, c'était pour voir quelle était l'articulation avec des dispositifs d'accompagnement locaux type DLA, incubateur, etc. Ben, ouais, ils font partie du tour de table, la réflexion. Après, ce qu'il faut qu'on voit, c'est il y a une offre de service qui est pléthorique sur la question des coopérations de manière générale. Mais le problème, c'est quand vous êtes un opérateur de terrain, vous n'allez pas vous retrouver dans la forêt des trucs. Donc, on discute avec tout le monde en disant comment est-ce qu'on essaie de mettre en œuvre une information claire, hyper accessible pour les porteurs de projets PTCE. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, on est en train de discuter avec le DLA. Il se trouve que c'est moi qui m'en occupe au niveau national aussi, côté État, donc c'est plus simple. Mais nous, ce qu'on se dit, c'est est-ce que le DLA peut apporter un truc spécifique sur les PTCE? Soit c'est le cas et on verra ce qu'on peut mettre dans une offre de service, soit c'est pas le cas et on fera juste la com sur qu'est-ce que c'est que le DLA et comment vous pouvez avoir accès si vous êtes un PTCE. Mais est-ce qu'il y a des spécificités sur les modes coopératifs dans les PTCE? Je ne sais pas. Je veux dire oui et non. Je ne sais pas, d'autres pourraient répondre. Est-ce qu'il y a des spécificités dans la coopération? Oui, on a un axe. C'est-à-dire que nous, on oblige, enfin, c'est marqué dans le terme, hein, on oblige à avoir les 5 familles d'acteurs. C'est-à-dire entreprise de l'ESS, c'est souvent eux qui portent, entreprise traditionnelle, les collectivités, bien sûr, mais aussi les acteurs de la recherche, universitaire ou de la formation. Et ça, c'est difficile. Et aussi les citoyens. Et ça, c'est pareil. Entre les premiers PTE qui sont arrivés au début et aujourd'hui, on sait développer une expertise pour essayer de capter ne serait-ce que la question de l'engagement des citoyens. C'est pas seulement en faisant venir un administrateur d'une assoce qu'on peut dire qu'on travaille avec des citoyens. Donc, il y a des expériences qui ont été faites dans ces 10 dernières années au travers de start-up de territoire, pour ne prendre que cet exemple-là, qui vise à dire comment est-ce qu'on embarque en vrai les citoyens d'un territoire. Et j'étais ce matin en sprint thématique sur la R&D territoriale. Pareil, il existe tout un tas de ressources. Pour autant, il faut qu'on ait une ressource qui soit mâchée, qui soit compréhensible et qui soit un peu structurée au service des acteurs des PTCE. Anne-Laure, tu peux nous dire un peu le lien avec la charte? Qu'est-ce qu'elle contient, cette charte? Et peut-être juste avant, si c'est possible, oui, sur la transmission. En fait, ce qu'on a vu, nous, avec des territoires qui nous sollicitaient pour dire comment vous avez fait, est-ce qu'il pourrait y avoir de la transmission? Ce qu'on propose, c'est qu'en fait, ce territoire soit capable d'aligner 15 à 20 personnes, donc très, très différentes, le plus possible. Donc, c'est citoyens, associations, responsables d'entreprise. Ces 15 personnes vont venir passer 3 jours au Murau. Et en fait, elles vont être hébergées au même endroit et voir un peu tout ce que l'on fait. Mais ce que l'on croit, c'est qu'en fait, c'est dans cet hébergement commun où ils vont être un peu challengés ensemble. En fait, il va y avoir le ferment de l'équipe qui va devenir vraiment amis, copains. Et du coup, qui vont pouvoir repartir sur le territoire en ayant cassé un peu tous les silos parce qu'ils viennent de vivre 3 jours un peu style colo ensemble. Et donc, on croit qu'au-delà des compétences et des outils, ce temps de personnes extrêmement différentes qui vont vivre un peu en étant challengées peut être un plus en fait pour leur. Jean-Marc, c'est hyper important que tu viennes participer à la construction de l'offre de service parce que ça, c'est des trucs qui nous intéressent. Je ferme la parenthèse, mais il faut que tu sois PTCE compagnon vite. Volontiers. Et peut-être simplement par rapport à la charte, Sylvie, ce que tu indiquais, l'idée de la charte, c'est à la fois de réunir tous ceux qui se reconnaissent en tant que PTCE, donc de créer une communauté de PTCE, parce que la conviction qui est partagée, c'est que
la coopération, c'est une méthode, bien sûr, privilégiée de développement économique local, mais c'est aussi la coopération entre les PTCE. Donc, au travers de la signature de la charte, comme moyen d'identification des PTCE, il y a un certain nombre un peu d'engagement des signataires à faire partie d'une communauté et à s'inscrire dans des démarches de transfert de connaissances, donc pourquoi pas dans des démarches de voyage apprenant et d'immersion qui ont été évoquées. Donc voilà, l'idée est liée à la signature de la charte, la possibilité pour ceux qui se reconnaissent dans la charte d'utiliser le logo PTCE. Je ne sais pas si j'ai été claire. Et alors, sur la question de coopération économique, faut-il que le PTCE génère des flux ou simplement induire un impact économique sur le territoire? Alors honnêtement, en tout cas, moi, c'est pas dans ce sens qu'on s'est posé la question, mais c'est plutôt l'idée qu'il y a un objectif économique à la coopération. C'est-à-dire que le principe des PTE, c'est bien d'être basé sur de la coopération entre acteurs différents qui a été présenté, mais que cette coopération, elle a un objectif de création d'activités, de création d'emplois, de création de richesses sur le territoire. Donc, elle a un objectif économique. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, ce n'était pas forcément comme ça qu'on s'est posé la question. Mais voilà, cette idée de coopération avec un objectif économique. Après, une autre façon de voir les choses, c'est aussi de dire que moi, je prends souvent cet exemple. J'habite dans un petit village et quand je me suis installé, il y avait encore une épicerie, quoi. Le modèle économique de l'épicerie tenait plus, donc il n'y avait pas de quoi faire vivre la personne qui la tenait. Donc le commerce a fermé. Et que aujourd'hui, pour redévelopper de l'activité économique, et quand on parle économie, on parle dans un sens large du terme. Hein, c'est pas seulement le marché, c'est bien les dispositifs réciprocitaires et de redistribution. Donc c'est en gros comment est-ce qu'on fait économie sur un territoire. Eh ben on peut plus le faire sur un modèle traditionnel. Il faut impérativement le faire en coopération. Il faut mettre le local, il appartient à la mairie, donc il faut qu'ils mettent à disposition pas trop cher. Il faut que la personne qui soit dedans, elle ait d'autres activités que la seule activité de ceci, cela. Il faut qu'elle travaille avec les associations du coin. Les agriculteurs, ils peuvent venir vendre une partie de leur production au circuit court, etc. Et c'est ça la coopération. Et que du coup, un PTCE, il est bien fait pour faire ce genre de choses. Alors évidemment, là, je vous prends l'exemple du milieu rural parce que j'habite en milieu rural, mais sur les quartiers politiques de la ville, c'est la même chose. En revanche, après, ce qu'il faut qu'on fasse effectivement, c'est que il faut que dans notre offre de service, et ça, c'est une discussion qu'on a avec la NCT, en particulier avec Sylvie sur la partie QPV. C'est moi, je serais hyper intéressé si vous avez des gens qui sont intéressés par cet appel à projet, qui soient identifiés et qui puissent dire, voilà, moi, je postule en tant que QPV. D'ailleurs, on l'a prévu dans l'appel à projet. En fonction du nombre de personnes qui répondront sur la partie QPV spécifiquement, on peut travailler avec la NCT et tous les autres acteurs, certainement Jean-Marc, en tout cas les gens qui ont cette expertise-là, pour dire, est-ce qu'on peut pas faire un truc spécifique pour les acteurs QPV, parce que vous aurez plus de choses à échanger entre vous qu'avec le milieu rural, même si il y a quand même des choses qui sont un peu similaires. Mais encore une fois, je pense que c'est cette intelligence collective qu'il faut qu'on arrive à mettre en œuvre, et c'est pour ça qu'on travaille fort avec la NCT, mais on essaie de travailler avec d'autres ministères, y compris celui de la recherche sur la question du développement, de la R&D, etc. Donc c'est cette intelligence qu'il faut qu'on arrive à trouver. Et de manière générale, c'est vrai que les moyens qui sont affectés au PTCE, c'est pas des moyens qui vont faire vivre les dispositifs. C'est pas fait pour ça. Voilà, ça aide au lancement des dynamiques. Et je pense que l'État côté ESS a plus à aider en fait à mettre en œuvre de façon intelligente et avec l'ensemble de l'écosystème tous les services qui peuvent être à disposition des PTCE pour les faire monter en compétences. Partant de l'idée que voilà, j'en rigole parfois, mais faire un tiers-lieu. Je ne veux pas dire que c'est simple, mais voilà, vous avez une association, ils ont un local, ils s'entendent bien avec la mairie, ils font un tiers-lieu. Ça se fait du jour au lendemain. Faire un PTCE, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est un énorme travail. Et donc, moi, ce que j'arrête pas de dire à la NCT, mais Sylvie l'entend, c'est qu'à un moment, quand la NCT fait un appel à projet sur les tiers-lieux, moi, j'aimerais bien que les gens qui répondent en tant que PTCE, ils aient un avantage concurrentiel. Parce que ça fait longtemps qu'ils travaillent dans des modes de coopération, que c'est pas facile, et que s'ils y arrivent, ils devraient être reconnus en tant que tels. Donc et ça, on essaie d'en discuter avec les conseils régionaux, demain avec les EPCI, mais y compris les appels de fonds privés sur les fonds impact, etc., en leur disant
la méthode PTCE, elle a une vraie vertu, quoi. Et cette vraie vertu, elle doit être reconnue. Je suis trop bavard, hein? Ouais, merci Yann, on est totalement dans le timing. Il y avait encore quelques petites questions, mais je vais peut-être pouvoir y répondre moi-même. C'était sur qui porte le PTCE, une institution, un acteur privé. Tu l'as dit tout à l'heure, Yann. On est bien sûr les structures de l'ESS et les entreprises ESUS. Et donc, on exclut les collectivités. Donc, il n'y a pas d'institution qui porte en tant que telle, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas sur des cycles ou des choses comme ça par la suite, hein. Et puis, y a-t-il une échelle recommandée pour la mise en place d'un PTCE? Oui et non. Alors, Je vois pas trop oui un et non, ça PTCE dépend des régional, territoires, en quand fait. même. Voilà, c'est très compliqué. Comment? C'est quand même du enfin, le PTCE, il s'inscrit, il construit le territoire. Je vois pas un PTCE régional, non? Ah ben non, c'est sûr que ça n'a pas C'est trop un de sens. peu, Par ça contre, n'a quand pas on est de sens. en zone rurale, enfin, ce qu'on se dit, c'est bassin de vie ou pays, quoi. En gros, c'est un peu ça, mais ça dépend tellement Ouais. des territoires que je ne peux pas répondre à cette question-là. Oui, oui. Et sur la politique de la ville, on peut être sur un gros QPV, on peut être sur toute la commune. Enfin, voilà quoi. Ça n'a pas de. Ça dépend de vraiment comment ça se construit, quoi. Ok, eh ben, très bien. Ben, merci à tous. Donc, il y aura donc un replay comme d'hab du Flash Web. N'hésitez pas à aller nous retrouver sur la plateforme La Grande Équipe. Nous avons un groupe ESS Quartier, donc nos replays sont déposés sur cette plateforme-là. Voilà, je vous remercie. Bonne journée. À bientôt. Merci. Merci.